Katia. Nous sommes le 4 mars 2023. Mon mari et moi attendons le bus en provenance d'Ukraine à la gare des Cars de Marseille. On cherche, on tourne en rond. C'est jamais le bon autobus qui arrive, bien entendu. Dépité, on part vers la sortie. Et là, on se trouve nez à nez avec une grande fille d'1,78 m, avec un ventre rond, et qui nous sourit de toutes ses dents. Nous avons quitté une enfant. Entendez ? On retrouve une femme, enceinte de surcroît. L'émotion nous serre la gorge à tous. On rit, on s'embrasse, on a la larme à l'œil. La quête est finie. Katia et son bébé sont en lieu sûr. Il était une fois, dans les années 88-89, une petite fille nommée Katrina, Katia, qui venait de perdre son papa des suites d'une des plus graves catastrophes de notre histoire. Elle n'avait même pas 2 ans que son père, Yuri, mourait à 32 ans d'un cancer du rein, très probablement dû aux retombées nucléaires de l'incendie de la centrale de Tchernobyl, avec qui il avait des relations, il se rendait pour le travail. Sa mère, Tetiana, restait donc seule avec 2 enfants, dont l'aîné Andrei avait à peine 10 ans. Traumatisés, marqués dans leur chair et dans leur âme, des milliers de réfugiés étaient chassés de la zone polluée et se dispersaient à travers l'Ukraine et la Biélorussie. Beaucoup ne survivraient pas. Certains s'en sortiraient, mais avec des séquelles physiques et psychologiques irréparables. Les pays voisins se mobilisaient pour leur venir en aide. Je ne me pose même pas la question, je sais intimement, sans trop savoir comment, je vais aider un de ces enfants. À cette époque-là, j'habite encore sur la frontière belge avec mon ex-mari et mes 2 fils. Une association est en train de se former à Marc-en-Barœul. Elle fait venir en autobus depuis l'Ukraine des enfants ukrainiens, orphelins ou malades. J'apprends donc les terribles détails techniques et surtout humains de la catastrophe, au travers de conférences, de vidéos, toutes sortes d'informations, destinées à informer les futurs accueillants que nous sommes. C'est l'horreur. Tous ces gens, avec enfants, à vélo, avec landau, vont mourir. Ils sont déjà morts. Quelques démarches et semaines plus tard, toute tremblante, émue et très inquiète, j'attends l'appel de mon nom avec des dizaines de parents de substitution. Nous sommes en 1993 et Katia donc, a alors 6 ans et demi. Elle arrive de Kherson et pointe son nez et sa coupe au bol. Elle est la seule du groupe à porter les cheveux courts. Sa maman les lui a coupés pour plus de facilité pour ce long voyage. Peu importe. La frimousse apeurée, la petite m'entoure déjà de ses bras. C'est son premier séjour et son premier Noël en France. Ce ne sera pas le dernier. À chaque période de vacances, elle vit ainsi un rêve éveillé qui va durer 11 ans. Elle fait désormais partie de la famille. Mon fils aîné la prend sous son aile. Mais des terreurs nocturnes, des hurlements horribles, nous mettent tous les nerfs à fleur de peau. 11 ans ont passé. Katia a grandi. Elle a passé tous ses étés avec nous dans le Var et les 2 dernières années ici dans les Alpes de Haute-Provence avec mon mari basalpin. Puis, elle a regagné
enfin nous le croyons définitivement, son Ukraine natale en 2005. En mars 2023, stupéfaction en Europe. C'est la guerre. La guerre est déclarée en Ukraine. Grosse panique. Kherson est bombardé de partout. Que deviennent Katia et sa famille? Andrei est-il parti à la guerre? Pire, a-t-il été tué? Que faire? À qui s'adresser? J'écris aux ambassades, aux associations. Personne ne répond ou des réponses automatiques en ukrainien. Les assos sont débordés. Les réfugiés commencent à affluer. Mais comment faire pour les aider? On m'oriente alors vers Richard du Colombier, vous voyez ici, qui est marié à une Ukrainienne et travaille avec l'Ukraine pour la construction de chalets en bois. Je le contacte. Je l'aide avec des amis à collecter vêtements, provisions, car il fait l'aller-retour vers l'Ukraine une fois par mois environ. On peut dire de lui que c'est un héros, car les bombes ne lui font pas peur. Je lui donne des affiches pour placarder dans tous les centres où il passe. Il fait le tour des centres de réfugiés pour distribuer provisions et toutes sortes de denrées dont ils n'ont pas la possibilité de profiter. En vain, les mois passent. Les voyages en Ukraine, eux, continuent. Jusqu'au jour où Richard décide de se rendre à l'ancienne adresse des Kolsovki, la famille de Katia, à Kherson, que nous avions fort heureusement gardée. Les bombes pleuvent sur la ville, tant pis, même pas peur. Richard est un guerrier. Il a déjà essuyé bien des alertes au cours de ses périples en Ukraine. Il rentre dans l'immeuble, il allume son téléphone en visio et nous fait partager sa montée dans l'escalier. Les portes restent fermées ou s'ouvrent très timidement, les gens meurent de peur. Non, personne ne connaît la famille de Katia, non, non. Nous suspendons notre souffle, durant toute la visite, les larmes aux yeux. Et un petit miracle se produit. Quelqu'un connaît le quartier de Kherson où la famille de Katia habite maintenant. L'espoir renaît aussitôt. Hélas, ce quartier de Kherson est beaucoup trop exposé, en plein déluge de feu. Richard renonce. Il est téméraire, mais il n'est pas fou. Il ne reste plus qu'à attendre un nouveau miracle. Il se produit quelques jours plus tard. Un de ses contacts, qu'il a fort nombreux en Ukraine, dans ce pays où il va souvent, retrouve sa trace. Katia a franchi la frontière polonaise il y a quelques mois. Des documents le prouvent. Et comble de bonheur, son numéro de téléphone y est inscrit. C'est le début d'une attente fébrile mais pleine d'espoir. L'épouse de Richard, Natacha, appelle Katia et elle répond. Elle est là au bout du fil et elle raconte. Elle a rejoint son compagnon aux Pays-Bas. Évidemment, Denis avait fui la guerre au début des hostilités, comme de nombreux jeunes Ukrainiens peu désireux de servir de chair à canon. Mais le jeune couple a tôt fait de déchanter. Ils sont dans un centre de réfugiés, près d'Utrecht, sans le sou, sans travail, dans un pays inconnu, confrontés à une langue étrangère. Comble de malchance, cette fois, Katia s'aperçoit qu'elle est enceinte. Pour lui, c'est le drame. Denis se fâche, il lui dit de repartir chez sa mère en Ukraine. Il refuse d'avoir un enfant dans ces conditions. Katia s'accroche, elle a déjà 36 ans, elle veut garder le bébé, sinon ce sera trop tard. Denis persiste et finit par la maltraiter verbalement et moralement. Je contacte immédiatement une association dans le Var qui accompagne et loge des Ukrainiens en France.
Et le responsable me répond aussitôt, j'ai un appartement qui se libère à Draguignan, je le lui garde, mais dites-lui de venir tout de suite. Natacha continue à servir d'interprète, car Katia, en 20 ans, a un peu oublié son français qu'elle maîtrisait très bien pourtant. On l'appelle ensemble avec Natacha. Tu dois venir tout de suite. Tout de suite? Mais comment? Sans argent? Enceinte de 4 mois? Katia est abasourdie. Elle hésite, elle a peur. Peur de Denis, peur de repartir. Peu importe. Elle saute de joie, elle crie, elle pleure et elle se débrouille. Toute seule comme une grande. Elle se fait prêter un peu d'argent au centre, va rejoindre Utrecht en train et embarquer dans un car pour 24 heures de voyage vers la France, vers l'espoir. Merci Richard. Un mois chez ma mère, qui dispose de beaucoup de place, chez elle, le temps de faire les premières démarches, d'acheter le nécessaire pour équiper le petit appart et de passer les échographies. Bébé va très bien. Puis, c'est l'installation à Draguignan et le début du parcours du combattant pour nous. Des mois de galère administrative pour obtenir l'autorisation de séjour à la préfecture de Toulon, la carte aux filles, l'aide aux immigrés à Marseille, la sécurité sociale, les restos du cœur, la recherche d'un travail, etc., etc. On roule, on marche, on cherche, on écrit, on roule, on téléphone, on frappe à toutes les portes. Finalement, Katia va être employée à l'Intermarché de Draguignan. Son diplôme de gestion ukrainien ne lui servira pas à grand-chose, mais elle gagnera sa vie. En attendant, nous assumons comme nous pouvons. Heureusement, le loyer est pris en charge par l'association de Carcès qui nous a vraiment bien aidés. Entre-temps, une petite fille est arrivée le 1er août. Elle s'appelle Adèle. Et c'est un grand et beau bébé. J'ai assisté à l'accouchement et j'ai soutenu Katia pendant les 8 heures de travail, mon mari se morfondant dans le jardin de l'hôpital, comme tous les papas et papis du monde. Quelle émotion et quel beau souvenir. Maman Tania, elle, la vraie, est arrivée d'Ukraine elle aussi. On est allé la chercher à Nice. Elle va habiter avec Katia et garder la petite lorsque Katia est au travail. Leur vie dracénoise durera 1 an. Puis, nous les ramenons toutes les 3 à Digne, où nous avons trouvé un très joli appartement. Et le supermarché Carrefour va l'embaucher tout de suite. C'est le début d'une nouvelle vie pour la petite famille. En Ukraine, son frère Andrei est au front. Tania pleure beaucoup. C'est dur pour elle, qui a déjà vécu tant de drames. Mais il échappe 2 fois à la mort. Il boitera toute sa vie. Mais il s'en sortira, c'est sûr. Il rejoindra sa femme et sa petite fille de 4 ans. L'avenir nous le dira. Mais ce conflit qui meurtrit et inquiète toute l'Europe doit finir au plus vite. Pas seulement pour Andrei et sa famille, mais pour tous les jeunes gens ukrainiens et même russes qui sont sur le front, pour la population sous les bombes. Nous le souhaitons tous du fond du cœur. Merci. Merci.